Bonjour Maëva Christelle Dubois, Bonjour Anne-Noël. je suis heureuse de vous accueillir à la petite librairie. Nous sommes dans le parc des Eaux Vives à Genève et je suis heureuse de pouvoir parler de votre dernier livre qui s'appelle Miseria. Pouvez-vous nous dire juste en 2 mots qui est... Je m'appelle Maëva Christelle Dubois, donc j'ai 30 ans cet été. Miseria est mon 2e ouvrage qui est paru aux éditions Roman à Montreux. Je suis vaudoise domiciliée à Genève. Miseria donc, est mon second projet. Avant celui-ci, j'ai écrit L'Ode et le Requiem, qui est un texte aussi aux accents un peu philosophiques et sociologiques. Il a paru en 2019, il a été lauréat du prix de la Société littéraire de Genève. Pouvez-vous nous résumer votre livre, nous en parler en quelques minutes? Alors, Miseria, c'est une réflexion sur la justice, ou l'absence d'une justice immanente, si je puis dire. J'ai des personnages qui vivent dans un lieu de bord de mer très oppressant, très sombre et très bleu. J'utilise beaucoup les couleurs et un univers issu un peu des arts visuels pour décrire mes paysages. Et ces gens-là vivent dans une injustice flagrante qui est caractéristique un peu du 19e siècle dans lequel on pourrait situer mon récit. Et dans un contexte aussi de déclin un peu de la foi, eux sont toujours fermement persuadés un peu qu'il existe une justice et qu'ils pourront y accéder, donc ils vivent vraiment dans des conditions de miséreux. Mais la justice n'arrive pas en fait, elle n'est jamais présente. Et mon héroïne qui s'appelle Marcel, qui est vraiment une enfant des bas-fonds, va avoir un enfant qui lui est très surprenant puisqu'il a des yeux d'un jaune d'or très vif. Et cet enfant-là en fait aura des visions très tôt, des visions de halo d'or et de quelque chose qui l'attire. Et le jour en fait, où ces visions commencent à se matérialiser dans la réalité, il se persuade que la justice est là-bas, là où sont ces visions qu'il voit au loin derrière les falaises. Et que c'est à lui en fait d'amener la justice à sa mère et à sa famille. Et là s'ensuit une quête qui mêle aussi plusieurs familles entre elles, mais je ne peux pas en dire vraiment plus. On va pas tout dévoiler. Moi, ce que je peux dire, c'est que vous avez une écriture, je trouve, puissante. J'ai rarement lu de livres contemporains aussi bien écrits. La recherche déjà de mots et l'utilisation de la langue dans tout ce qu'elle a de divers est vraiment quelque chose qui me passionne. Donc je suis effectivement à la recherche du bon mot, du mot qui fait la musique juste pour chaque phrase. Je suis une grande lectrice depuis longtemps. Okay. Donc j'ai vraiment une admiration et une passion pour la recherche du beau mot. Et je suis aussi quelqu'un, on en parlait, d'extrêmement visuel. J'adore tout ce qui est photographie, dessin, peinture. Et j'ai tendance en général à rechercher le paysage et la couleur avant toute chose. Donc j'écris en général sur un lieu, une atmosphère, une ambiance, comme un peu des scènes qu'on pourrait visualiser peut-être au théâtre. Et je crée une histoire là-dessus. Mais il y a toujours l'ambiance et l'image de ce qu'est le lieu dans ma tête en premier. Oui, je suis d'accord parce que dans le début du livre, vous parlez de la mer et de la mer déchaînée et des déferlantes et on a vraiment l'impression de voir, d'être présent et de vivre ce déluge. C'est magnifique. Alors vous parlez des couleurs. Il y a le noir aussi, non? Il y a le bleu, le noir, le jaune. Alors oui, c'est une Le sorte... bleu, c'est la mer ou Alors j'ai associé la mer à quelque chose, pas forcément de négatif, mais d'assez sombre, d'assez oppressant, qui est aussi la couleur un peu de la pauvreté, parce que mes héros un peu miséreux vivent dans ce bord de mer, que nous on peut voir comme quelque chose de sublime, de reposant, mais j'en parle même dans mon texte, c'est parce qu'on a un certain recul, un certain confort à l'extérieur. Si vraiment on doit vivre dans la violence des eaux et qu'on n'a pas le choix de s'en extirper, elle devient en fait une sorte d'ogre et quelque chose de terrifiant. Et à cet égard-là, il me semblait judicieux de lui donner non pas des couleurs d'eau gaie, de quelque chose de joyeux, voilà, turquoise, mais de l'associer à une certaine violence. Et le bleu et le jaune sont des couleurs assez complémentaires. En vrai c'est plutôt bleu et orange, mais avec le jaune ça fonctionne pas trop mal aussi, si on prend le cercle chromatique. Et il me paraissait assez judicieux d'associer le bleu aussi
à quelque chose de plutôt noir, et le jaune a une certaine blancheur. J'ai toujours une certaine quête de lumière et de blancheur, en tout cas dans les deux textes qui ont été les miens jusqu'à présent. Bon, ils se traduisent très différemment, c'est deux textes très différents, mais voilà, ça me paraissait assez intéressant d'utiliser cette lumière comme cette sorte de quête de justice, de quête de dépassement de cette condition de miséreux. Voilà, et c'est l'idée aussi un peu comme l'humain qui naît un peu dans la noirceur des eaux et qui aspire à s'élever vers le ciel, qui est un peu une quête. Oui, c'est ça. Donc le jaune, la lumière, il y a toujours un espoir dans toute cette noirceur. Il y a toujours une lumière. On peut dire ça. Après, j'explique aussi selon moi, dans mon texte, on est aussi sur... voilà, l'espoir existe, mais il y a beaucoup d'incertitudes dans l'existence et qui fait qu'on ne peut jamais être vraiment sûr de gagner. D'ailleurs, j'ouvre mon texte là-dessus, sur le fait qu'on a beau le mériter, on n'est jamais sûr qu'on gagnera un jour. Voilà. Et pourtant, c'est ce qu'on dit toujours aux enfants. C'est vrai, tellement. On leur dit, voilà, les contes, le gentil finit par triompher, et dans la vraie vie, le gentil ne finit pas toujours par triompher. Il y a des existences malheureuses, mais il y a une certaine poésie là-dedans qu'on peut essayer de chercher. C'est pas un conte de fées, alors? C'est un conte, pas vraiment de fées, mais c'est un conte, oui, c'est une forme qui me parle aussi. Pouvez-vous nous parler du titre Miseria? Alors, Miseria... Vous avez eu la liberté de le choisir? Oui, voilà. Oui. Je choisis mes titres. Oui, non, c'est même la chose la plus importante, je dirais, dans un récit. Vous l'avez au début de l'histoire ou à la fin? Alors, mon premier texte, j'ai eu le titre avant l'histoire. Dans l'Ode et le Requiem, qui est mon premier roman, j'avais le titre avant l'histoire. Je me suis dit, j'ai envie d'écrire sur cet antagonisme de ces deux un peu termes issus du latin, et j'avais envie de créer cette histoire-là. Et Miseria, je l'ai trouvé tout à la fin. Je l'ai cherché assez longtemps, et quand je l'ai trouvé, je me suis dit, bien sûr, il s'appelle Miseria, c'est évident. Mais ce mot apparaît souvent dans votre roman. Alors, Miserere apparaît, qui est un psaume, voilà, qui est le 50e psaume de la religion catholique. On en parle un peu parce qu'on est dans un contexte de 19e siècle français, si on peut dire. Je situe jamais mon récit formellement, parce que je tiens à laisser une certaine liberté, un certain imaginaire au lecteur, mais c'est ça que j'avais à l'esprit pour construire mon récit. Et donc on est dans un contexte qui est encore très empreint de foi. Et il y a un certain mysticisme qui me parle aussi, et qui me parle dans mes récits en général. J'aime bien tout ce qui est onérisme, tout ce qui est un peu voilà, un rapport avec plus grande soi. Donc voilà, Miserere est un psaume qui implore le pardon de Dieu. Alors je ne suis pas croyante moi-même, mais c'est des thématiques qui me fascinent d'un point de vue sociologique et philosophique. Miseria, c'est à la fois cette espèce ça fait référence au miserere, qui est cette imploration pour un pardon de Dieu qui doit laver des fautes, parce que c'est l'idée un peu que mes personnages sont persuadés qu'ils méritent leurs conditions et que la justice va arriver pour eux s'ils sont justes. Donc il y a cette espèce de quête de cette justice immanente, de cette justice qui vient du ciel. Et il y a aussi miseria qui est la misère simplement en latin. Et je trouve que c'est un mot qui sonne très bien. J'ai une grande affinité pour les mots, pour les mots latins en général. Donc voilà, c'est une esthétique, c'est comme ça. Mais miseria, je trouve, voilà, quand j'ai trouvé ce mot, je me suis dit, mais bien sûr, j'ai écrit Miseria. Et la couverture représente bien justement cette lumière jaune au milieu de ce noir. Vous l'avez choisi Oui, je l'ai choisi pour mon éditeur qui a été extrêmement patient. Je tenais aussi à avoir une illustration qui soit un peu conceptuelle et qui ne soit pas un lieu. Donc on a très bien trouvé ça avec mon éditeur, je suis vraiment ravie. Et voilà, on a cette espèce d'halo de lumière. Alors on a beaucoup de noirceur et très peu de lumière, c'est un peu le cas de Miseria. Comment écrivez-vous ? Alors j'écris plutôt le soir, je dirais. Je me fixe pas de limite au sens où je me dis pas il faut spécifiquement que j'écrive le soir. Mais c'est la période la plus propice pour moi, je sais. Pas la nuit. La nuit aussi, ça peut se poursuivre jusque dans la nuit. Je pense à être assez couche-tard en plus. Mais oui, c'est vraiment le moment où la journée se calme, voilà, où l'émulation de la journée s'apaise et qu'on est un peu tranquille et avec soi-même. Et moi, c'est le moment qui me parle le mieux pour écrire. J'écris aussi beaucoup dans le silence, ça j'ai besoin du silence. Pourquoi écrivez-vous ? Pour donner quelque chose de moi, pour laisser une impression de ce que je suis sur le papier, comme une manière un peu d'imprimer, de matérialiser ce qui est à l'intérieur de mon esprit dans un support. Et en ça, je trouve que l'écriture est assez fascinante.
c'est aussi quelque chose de, voilà, d'extrêmement complexe avec si peu de moyens. C'est juste des caractères, c'est juste des lettres. Et ce qu'on peut faire naître avec ces lettres est assez fascinant. Ça peut vraiment... voilà. Vous avez l'impression de vivre plus intensément en écrivant? Oui, je pense. Oui, je pense. Ça peut me permettre de faire vivre des choses intérieures et surtout de les transmettre, de les partager. Donc le rôle de l'écrivain, c'est quoi? Oui, je pense que c'est une question de transmission, beaucoup. De recevoir, je reçois aussi quand je lis, mais j'aime aussi partager. Donc voilà, c'est vraiment, enfin offrir, donc c'est vraiment un échange et c'est une manière de lire l'esprit des autres, de lire ce qu'il y a à l'intérieur de quelqu'un d'autre de manière assez matérielle et assez fascinante. Moi qui suis assez obsédée est un terme un peu fort, mais enfin je m'intéresse à tout ce qui touche un peu à l'idée de durée, à l'immortalité, à l'idée de toucher à quelque chose de grand ou qui nous dépasse. Et je pense que l'écriture est un moyen humain assez réaliste pour y parvenir un tout petit peu, même si bien sûr, in fine, c'est une illusion aussi, mais voilà. Qui est votre premier lecteur? C'est mon mari, je pense. C'est pas un grand lecteur du tout, donc il lit plutôt des extraits, il me donne des conseils. Aussi, si des fois j'ai des hésitations de part et d'autre, je dis qu'est-ce que t'en penses? Et puis c'est le premier à me dire ça je trouve que c'est bien. Voilà. Moi, j'ai assez peu recours quand même, je dois dire que j'ai une pratique extrêmement solitaire. Donc avant le premier point final de mon texte, personne n'y a droit, personne n'y touche et personne ne le voit. Mais vous le retravaillez beaucoup? Oui, ou pas? beaucoup, ça va parce que je suis plutôt quelqu'un qui écrit au compte-gouttes. Donc je suis plutôt la personne qui va attendre une demi-heure pour écrire une phrase, mais quand elle sera écrite, elle sera écrite. Donc voilà, et après je le retouche bien sûr. Une fois que j'ai le point final, j'attends un peu, je prends une petite pause. Du recul. Oui, au début de l'écriture, c'est toujours un peu... voilà, ça prend du temps pour se mettre dedans. Quand je commence un nouveau projet, au début, j'écris un peu par-ci, par-là, puis vers la fin, c'est vraiment très intense et je passe ma journée à faire ça. Alors après, j'ai besoin effectivement d'une pause avant de reprendre plus calmement le texte, de le retravailler. Là, si j'ai 2-3 hésitations, je vais un petit peu me tourner éventuellement vers mon mari, mais très peu, et c'est vraiment le seul qui a un peu droit à regarder 2-3 éléments avant la parution. Et ensuite, le premier à vraiment lire le texte en entier de A à Z, c'est mon éditeur. Et je l'ai fait ça pour les deux premières fois, et je pense que je continuerai ainsi parce que j'ai besoin de ce rapport solitaire au texte. Je peux pas me dire que quelqu'un d'autre doit être présent dans ce processus. C'est compliqué pour moi, j'ai vraiment besoin d'être seule à seule avec le texte. Et votre éditeur, c'est? Alors mon éditeur, c'est les éditions Roman à Montreux, qui existent depuis 2018, et qui ont déjà un joli catalogue, et voilà, je suis très heureuse de collaborer avec eux. Quels sont vos projets? Alors en tout cas, je suis sur un début de projet d'écriture, donc on verra ce que ça donne. Donc on laisse le mystère planer. Oui. Pouvez-vous nous lire un extrait court de votre livre? Volontiers. Lorsque la mer se retirait enfin, on avait l'impression d'avoir vécu 100 ans en quelques heures tant on était fatigué. On sortait de sa cabane, muet face à la désolation. On comptait les hommes, on parcourait la grève à la recherche de débris, d'éclats de verre, de fragments du si peu de choses qu'était le soi. C'était vrai. Ils avaient raison, les moins criants, les illettrés, les sauvages de la croix de sel, petites miettes qui vivaient dans le bleu, dans le gris, dans le sel qui brûlait les plaies jusque sous les pansements. Ce n'était pas pire que la faim, et ça passait toujours. Et puis, entre deux déluges, on oubliait, on dansait, on riait de voir les marais reverdiers de salicornes, la grève blanchie de coquillages. Océan destructeur, océan salvateur. On admirait les flancs gonflés de poissons, piégés dans leurs trous d'eau, opulents, offerts à la main qui devait les tuer, indifférents. On chantait entre évadés, entre reclus, les cris s'en allaient résonner jusque dans la boue humide, jusque dans les marais sombres. On vivait dans une splendeur que l'on ignorait complètement. C'était un monde de noir et de bleu qui se laissait contempler, un littoral étroit et hostile en contrebas d'une immense falaise, un limon au goût sanguin, aqueux, au goût de poisson rance, de lichens morts et d'une insoutenable misère. On cueillait le roseau le long des marécages, miracle d'entre les miracles qui naissaient de terres improductives, de terres salées d'une eau de saumure qui n'enfante pas. Merci Maëva Christelle Dubois pour cette lecture. Avec plaisir. Je reviens vers toi, du coup, pour des petites questions pour apprendre à te connaître, si ça te va.
Très bien. Donc, il faut que tu répondes rapidement, sans réfléchir. Ça va. Si je allons-y. te dis vin ou champagne? Je bois pas d'alcool. je dirais Rien. quand même vin. Chat ou chien? Les deux. Couche tôt, couche tard? On couche tard. Soleil ou pluie? Pluie. Pour l'esthétique. Hasard ou prédestination? Hasard. Passé, présent ou futur? Futur. Je pense assez à ça. Enfant ou adulte? Adulte. Thé ou café? Café. Sport ou canapé? Canapé. Plutôt écran avec clavier pour écrire. Calme ou nerveuse? J'aspire au calme en tout cas. Je suis pas sûre que je le sois, mais j'y travaille. Blanc ou noir? Ah, ils sont indissociables. Noir quand même. Rose ou tulipe? Rose. Lac ou mer? Mer. Été ou hiver? Hiver. Merci. Alors le mot de la J'ai fin. ce haïku du grand maître japonais Kobayashi Issa que j'aime beaucoup et qui dit puisqu'il le faut, entraînons-nous à mourir à l'ombre des fleurs. Et voilà, c'est une esthétique qui me parle beaucoup. Je suis très heureuse t'avoir rencontré et j'espère que vous allez découvrir Maëva Cristal Dubois très rapidement. Merci beaucoup. À très bientôt pour les prochains projets. Je commence le livre par la fin et j'ai